Bienvenue pour cette troisième table ronde ici à la CPME Occitanie dans les Assises du Rebond. Vous le voyez écrit derrière mes quatre invités. Ils sont avec moi pour évoquer l'après. Est-ce qu'on nous a vendu un monde d'après qui n'existe pas? En fin de compte, c'est celui d'avant, mais juste modifié à peine. Ou est-ce que le monde d'après, on y est déjà dedans? Voire on va avoir un vrai monde d'après très différent. C'est ce que je vais demander à ces quatre personnalités. On va commencer par Marie-Laure Caranta qui est au bout de ce plateau. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Yann, bonjour à tous. Avocate, maître Caranta, cabinet spécialisé en droit du travail ainsi qu'en droit de la sécurité sociale. Alors, je verrai avec vous s'il y a des choses intéressantes pour ceux qui nous regardent, que ce soit des salariés ou des non-salariés d'ailleurs. TPE, PME, c'est les deux cas de figure. On aura avec nous également Pierre Benaïm, secrétaire général stratégie régionale innovation Occitanie, directeur délégué innovation chez ADOC. Donc, bonjour. Des structures qui nous accompagnent quand on a envie de développer et puis qui sont donc proches de nous puisque régionales, Occitanie. Avec nous également le président de la Chambre des métiers Haute-Garonne, Chambre des métiers et de l'artisanat. Sinon, il va me gronder. Bonjour. Bonjour, Vincent Aguilera. Et comme vous l'avez compris, à mes côtés, le quatrième, c'est Johan Clocher qui est avec moi. Bonjour Johan. Bonjour à tous. Johan qui fait partie de la CPME Haute-Garonne, qui est directeur général d'Aérotech, administrateur également à la CPME. Donc avec lui, j'aurai également deux casquettes intéressantes à mettre en avant. Comme avec souvent d'ailleurs mes invités, parce que Marie-Laure, quand je démarre avec vous, je pourrais presque vous demander, en tant que chef d'entreprise indépendante, parce qu'un cabinet d'avocats, c'est également ce périmètre-là sur lequel vous êtes. Alors, le monde d'après, les assises du rebond, c'est, sur cette table ronde, on a changé de monde ou pas, d'après vous? Est-ce que le monde d'après, c'est des mutations ou c'est vraiment du marketing? Alors, très honnêtement, on est en train de changer de monde, mais on ne fait que formaliser maintenant des innovations qui étaient déjà en cours. Moi, je dirais que concernant le monde du travail, puisque je vais vous parler du monde du travail, qui est le sujet que je connais le plus, il y a deux innovations majeures. Tout d'abord, le développement du télétravail. Je pense que c'est l'apport essentiel. Et ensuite, la transformation des métiers, qui est un deuxième aspect très important également. Sur le télétravail, ne nous mentons pas, nous sommes à l'ère de l'avènement du télétravail. Alors que jusque-là, il y avait quand même des réticences. Moi, j'entendais souvent certains de mes clients me dire « Maître, dans le télétravail, il y a télé ». Pourquoi? Parce que nous étions dans l'ère du travail au bureau, issue de l'usine du XXe siècle. Et aujourd'hui, nous basculons dans une économie moderne, avec un travail qui est beaucoup plus intellectuel que physique, à l'exception de certains métiers. Et donc, on peut parfaitement travailler avec le mail, avec la visioconférence. Je crois qu'on est tous devenus des zoomers en herbe. Et donc, effectivement, le télétravail correspond en plus aux aspirations des salariés de conciliation vie professionnelle, vie personnelle. On n'est pas au début de la professionnalisation de ce télétravail, parce que j'ai l'impression qu'on est au niveau de la préhistoire, parce qu'on a fait du télétravail d'urgence, de crise. On était dans la pandémie, on ne pouvait pas faire autrement, donc on l'a fait. On s'est un petit peu débrouillé les uns et les autres à s'installer des fois du matériel chez soi. Et puis on a commencé à comprendre, en effet, du côté des chefs d'entreprise, que ce n'était pas un feignant, le type qui était en train de télétravailler. Au contraire, il était même plutôt performant. Donc du coup, est-ce qu'on ne va pas avoir des salariés qui vont commencer, maître, à demander, mais écoutez, le temps que je passe chez moi avec du matériel qui est peut-être le mien, peut-être qu'il faudrait un peu négocier tout ça, non ? Alors, ça commence, on négociait déjà avant la crise des accords sur le télétravail, puisque je rappellerai qu'il y a eu une réforme majeure en 2017 qui a donné un cadre au télétravail et il y a eu un accord national interprofessionnel l'année dernière. Concrètement, il faut que les chefs d'entreprise s'emparent du sujet. Donc, on peut mettre en place du télétravail par un accord collectif d'entreprise, négocié avec les organisations syndicales, et moi je crois beaucoup au dialogue social, je suis vraiment une ardente promotrice du dialogue social. On peut aussi faire des chartes avec l'avis du CSE, donc il faut vraiment associer les partenaires sociaux, et ça va être essentiel de donner un cadre. Pourquoi? Parce que je vais vous donner deux chiffres de l'après-crise. 72% des chefs d'entreprise veulent pérenniser le télétravail après le Covid dans leur entreprise. Et 70% des salariés indiquent que la possibilité de télétravailler un ou plusieurs jours par semaine sera un critère décisif
pour la recherche d'un nouvel emploi. Par contre, je parle à l'avocate, il va y avoir des cas d'école. Peut-être déjà, je sors d'une visioconférence, j'accroche le pied du lit, je me casse la figure. Accident du travail ou accident personnel? Alors, effectivement, pour les télétravailleurs, il y a une présomption d'accident du travail pour les accidents survenus au domicile pendant le temps de travail. Ça va vous ouvrir des champs à vous d'investigation magiques. On va beaucoup plaider. Ah ouais, je pense que vous avez beaucoup plaidé. Bon, en tout cas, Marie-Laure, moi ce que j'entends chez vous, c'est qu'il y a une vraie mutation du monde du travail, qu'on en est qu'au balbutiement peut-être, et que tout ça c'est plutôt positif, même s'il faut faire attention à ces métiers impactés par la crise. Quid des salariés d'ailleurs? Alors, sur les salariés, il va y avoir des transformations des métiers très profondes. Et là, c'est, je dirais, le deuxième impact de la crise. C'est un phénomène auquel nous assistions déjà avec la digitalisation. Et là, avec la pandémie, ce phénomène s'est accéléré. Nous allons vers l'automatisation des métiers de plus en plus. Et si je vous donne 2 chiffres qui me semblent intéressants, que j'ai découverts récemment, en 2030, il y aura sur Terre plus de robots que d'humains. D'accord ? Et en 2025, 47% des emplois auront été impactés par l'automatisation. Ça veut donc dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des métiers qui vont disparaître et de nouveaux métiers qui n'existent pas aujourd'hui, qui vont apparaître dans 10 ans. Alors vous dites que pour les assises du rebond, vous avez une solution, c'est la transition collective. Alors, ce n'est pas moi, j'aurais bien aimé être à l'origine du projet. Non, c'est un projet gouvernemental sur proposition des partenaires sociaux. Donc on voit une fois de plus que le dialogue social est de qualité. Transition collective, c'est un dispositif qui a été inscrit dans le cadre du plan de relance, qui vise à accompagner les mutations économiques des entreprises, donc concrètement des entreprises en situation de fragilité économique, qui vont accompagner leurs salariés dans des dispositifs de formation vers de nouveaux métiers. Et cette formation, elle va être prise en charge par l'État, quasi totalement pour les entreprises de moins de 300 salariés. Et à la fin du dispositif, pendant ce temps-là, le salarié garde son contrat de travail, continue à être payé, l'employeur est remboursé par l'État, et à la fin, il peut évoluer vers un nouveau métier porteur dans son bassin d'emploi. Et on a un exemple ici à Toulouse, c'est De Richebourg qui s'est inscrit dans ce dispositif pour transférer des salariés sur Corian qui peine à recruter des aides-soignants. Alors, je rebondis aussi sur ce que vous disiez tout à l'heure par rapport aux robots plus présents, de plus en plus présents. Est-ce qu'on n'est pas en train de, puisque vous parliez de mutation du monde du travail, de schématiser d'un côté les robots pour le travail avec peu de valeur ajoutée et l'humain pour la valeur ajoutée? C'est ça un peu ce qui nous attend? On aura toujours besoin de métiers de proximité, physique, manuel. On l'a vu pendant la crise, les travailleurs de la première ligne, les caissières, les éboueurs. On était bien content de les trouver, ces gens-là. Donc, il y aura toujours ces métiers-là. Mais malheureusement, ils vont diminuer, leur proportion va diminuer. Et donc, la question, c'est comment les chefs d'entreprise vont accompagner leurs salariés dont les emplois sont menacés pour éviter justement des licenciements, la casse chômage, et les accompagner grâce à la formation professionnelle. Et je rappelle que le chef d'entreprise a l'obligation d'assurer la formation et l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi. Alors, une autre question avant de passer à mes 3 autres invités. Les TPE, les PME, les travailleurs qui nous regardent, non salariés ou salariés, mais je parle là maintenant des indépendants, des non salariés. On est gérant, on est chef d'entreprise, on est devant une cessation d'activité, on sait qu'on est beaucoup moins protégé que les autres. Est-ce que vous pensez que c'est le moment d'aller protéger ces métiers et donc ces statuts ? Oui, effectivement, on le voit bien. Moi, je le vois en tant qu'avocat en droit social, puisque comme vous le dites, je suis indépendante. Le salariat est aujourd'hui très protégé. Alors, il y a vraiment des questions qui se posent sur l'évolution du salariat, parce qu'il est quand même assez attaqué. On le voit bien à travers les travailleurs des plateformes, la recherche de statut. Il y a d'ailleurs des réflexions en ce moment sur la création d'un 3e statut, qui ne serait ni le statut d'indépendant, ni le statut de salarié. Pourquoi pas ? Ça peut être des pistes de réflexion. Mais effectivement, je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment se rendre compte, quand on a un contrat de travail, qu'on a de la chance. On est d'accord. Johan, est-ce qu'on a changé de monde ? Je ne sais pas répondre à cette question, est-ce qu'on a changé de monde? Par contre, il y a une chose de sûre, le regard qu'on a sur le monde est différent. Hier, on faisait du business, on commerçait de main à main, on avait des échanges commerciaux parce qu'on se voyait, parce qu'on se rencontrait. Aujourd'hui, c'est un peu différent, on se rencontre moins. Enfin, tout du moins hier, on se rencontrait moins. Je pense qu'on aura toujours besoin de se rencontrer. En effet, le télétravail va apporter des façons de penser différentes. Maintenant, on était à la bourre quand même en France sur le télétravail. Les autres pays du monde avaient quand même mis en place ces outils-là. C'est notre façon de faire. On a fait la même chose avec le Minitel et Internet.
Ouais, exactement. On est en retard. Du coup, on a dû se mettre un coup de pied. Ben, là, on s'est mis un coup de pied. Alors, en effet, ça révolutionne pas mal de choses. Est-ce qu'on est pour ou contre le télétravail? Je pense en effet qu'il faudra prendre en compte lors des embauches comment on va attirer des nouveaux talents dans les entreprises. Et le télétravail va en faire partie, puisque quand c'est bien géré, on arrive quand même à trouver un bon équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, ce qui est intéressant. Maintenant, moi je trouve que c'est peut-être piégeux le télétravail, et j'aimerais juste qu'on attire l'attention sur le fait que demain, que le travail on le fasse de Bangalore ou qu'on le fasse de Toulouse, en réalité, il n'y aura pas de différence avec le télétravail. Et de ce fait, c'est une richesse qu'on va perdre. On va avoir un transfert de richesse dans d'autres pays, alors qui est lié également à la mondialisation. Il ne faut pas en avoir peur, mais il faut qu'on soit également vigilant, parce qu'il y a des métiers qui peuvent être facilement exportables. Jusqu'à maintenant, on ne le faisait pas parce qu'on avait le confort de pouvoir se voir. En prenant des nouvelles habitudes de travail, bon, ben on n'en verra pas la différence, et c'est là que je crains un petit peu. Donc il faut accompagner ça de manière intelligente, il faut le faire par parcimonie. Et puis après, il faut le construire. Et il faut le construire également d'un point de vue mondial. C'est-à-dire que si on accepte de mettre le travail dans des pays best shore, il faut accepter aussi, nous, d'aller chasser dans ces pays-là. Ce qu'aujourd'hui, on fait peu, en fait. Parce que notre Mais marché... le français est un peu timide sur ce terrain-là. Je pense qu'on aime bien notre confort, et donc de ce fait, on reste dans notre bulle, et on ne va pas, en effet, chasser à l'international comme les autres pourront le faire. Mais déjà, parce qu'on ne sait pas parler anglais, déjà. Alors, oui, il y a peut-être la barrière des langues. Cela étant, avec les logiciels qui arrivent, ça sera peut-être un leurre, le barrage des langues. Mais on m'a toujours dit qu'on était moins outillés que les Allemands, par exemple, parce que nous, on n'avait pas les mêmes périmètres. Que le bon périmètre pour aller chasser à l'international, c'est une PME un peu plus construite. Est-ce que c'est un barrage pour vous aujourd'hui ? En fait, ça dépend de quoi on parle. Est-ce que l'on parle d'industrie? Est-ce qu'on parle de services? Est-ce que l'on parle de commerce de biens, d'agriculture? Il ne faut pas tout mettre dans le même panier. Maintenant, je pense qu'on a en effet cette zone de confort dans laquelle on est capable d'adresser notre marché, qui est un petit marché industriel, c'est un petit marché. Et on est bien entouré, on a la protection, on a des aides, on met des rustines, enfin voilà. Et donc de ce fait, pourquoi on irait prendre des avions? Pourquoi on irait essayer de faire des efforts de parler avec des gens qui ne nous comprennent pas, dans lesquels on a une culture différente, avec des On différences? prend des avions pour vous faire gagner de l'argent, hein, parce que vous êtes dans l'aéro quand même. Hein. Ouais, et puis continuer à prendre l'avion parce qu'en effet, ça nous fait du business. D'accord. Par contre, vous, dans l'aéro, par exemple, typiquement, c'est marchés européens, voire internationaux. Donc là, vous n'avez pas peur d'aller chasser à l'international? Non, l'aéronautique est un marché mondial, tout à fait, avec 50% de la flotte mondiale qui est zone États-Unis, 50% le reste du monde. On a des pays émergents, comme on le sait, avec la Chine, qui a de plus en plus d'aviation, mais qui deviennent également constructeurs d'avions. Donc de ce fait, ce sont des nouveaux concurrents qui arrivent sur le marché et qui demain seront tout aussi forts qu'un Boeing et qu'un Airbus, mais surtout avec un marché local, subventionné et présent, qui sera plus fort que nous en Europe. J'ai l'impression qu'on présente un monde, là, en vous écoutant, qui est un peu plus froid, un peu plus distant, un peu moins chaleureux, un peu moins de proximité, un peu moins de lien social. C'est ça sur quoi il faut veiller? Non, je dis juste qu'on a enlevé le port du masque hier, qu'on arrête le confinement la semaine prochaine. Donc tirer des conclusions sur ce qui s'est passé, ce qui va être demain, je pense que c'est un petit peu trop tôt. Maintenant, il y a une chose de sûre, il y a des choses qui vont changer. Il y a des choses qui vont changer par l'automatisation, on en a parlé. Il ne faut pas en avoir peur non plus, parce que l'automatisation va créer des nouveaux business, va créer des nouvelles compétences, va créer des nouveaux emplois. On a démarré l'après-midi avec un sujet qui était RSE, est-ce que c'est un outil de performance? Et on a parlé tout au long de l'après-midi et de ces tables rondes, et je voudrais que vous m'en parliez également, du sens. J'ai l'impression que cette pandémie a fait prendre conscience aux humains que nous sommes qu'on a une vie et qu'il faut peut-être lui donner du sens. Est-ce que c'est ça aussi qui a changé? Ouais, en fait, c'est ce que je disais en introduction, quand je disais, est-ce que le monde a changé? Je ne sais pas, mais le regard qu'on a sur le monde, certainement. Je pense en effet que les gens aujourd'hui, quand ils regardent leur vie, quand ils regardent ce qu'ils faisaient dans le passé, métro, boulot, dodo, quand ils regardaient ce qu'ils avaient construit du jour au lendemain, en fait, pouvaient tout perdre, qui n'était pas lié à une faute de management, ni à une faute de stratégie, en fait, c'est un élément que personne ne contrôle, qui est de la faute de personne. Et ça peut détruire votre vie, ça peut détruire tout ce que vous avez créé, tout l'investissement, tout le courage que vous avez mis pour créer de la valeur. Et tout ça, vous pouvez le perdre du jour au lendemain. Donc je pense en effet qu'il y a cette prise de conscience de dire, en réalité, comment je peux faire la même chose, mais de manière un petit peu différente. Et l'équilibre aujourd'hui est difficile à trouver.
Ouais, c'est le fameux juste milieu qu'on cherche tous. Exact. Pierre Benaïm, on est dans une transition, hein. Complètement. On est dans une vraie transition. Je pense que les interventions précédentes le démontrent, le précédent plateau aussi. On est dans une vraie transition et je suis d'accord avec ce que disait une personne tout à l'heure. C'est structurel. Je pense que ça va durer, puisque oui, le regard sur le monde a changé. On ne reviendra pas en arrière comme avant, quoi. Non, je ne pense pas. Le regard sur le monde a changé, mais du coup, ça va changer le monde. Et on voit bien que dans les grands sujets sur lesquels on est en train de travailler, ils ont été évoqués pour la plupart. Il y a le volet évidemment social, la relation au travail, mais il y a aussi le volet vie personnelle qui a énormément d'impact du coup sur l'économie, sur l'industrie, sur de nouveaux usages, sur une nouvelle façon de voir les choses. Et donc on doit tous collectivement être à la hauteur pour accompagner ces transitions. Alors vous, c'est votre job d'accompagner les transitions. Vous faites ça à merveille, vous êtes calibré pour ça, en plus en région Occitanie. Expliquez-moi les types de... alors, transition numérique, évidemment, il y a des aides, vous favorisez cela, on en entend souvent parler. Est-ce que c'est bien perçu, ça, par les TPE, les PME, par les indépendants, par les commerçants, les artisans? On verra après avec Vincent. Écoutez, je l'espère. C'est à eux qu'il faut le demander. En tout cas, on fait au mieux pour les accompagner. Je pense qu'il y a deux sujets à prendre en compte. Il y a d'abord le sujet des aides, parce que quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, je pense que l'État, les collectivités, les acteurs publics ont quand même été à la hauteur. Je crois que tout le monde s'accorde à dire ça. Problème, voilà. Alors là, on est tous d'accord là-dessus. Il n'y a pas de sujet. Je ne vais pas m'étendre sur les aides. Les aides, elles ont été là sur le plan d'urgence, elles sont là sur la relance. Et je pense qu'il y aura les moyens de faire des choses. On va pas le temps de détailler, mais je reste à disposition de l'ensemble des auditeurs qui voudraient en savoir plus. Donc là, ce sera à l'auteur. Et puis ensuite, il y a tout un volet pour développer une vision et l'accompagner. Je pense que ces transitions qui ont été évoquées, elles sont multiples. C'est-à-dire la transition sociétale. Moi, je ne vais pas parler de transition sociale, je vais parler de transition sociétale. Où on voit bien que suite à cette crise, le constat, c'est qu'il y a une approche différente de la vie, vous venez de le dire, monsieur, et qui a des impacts sur l'économie. L'alimentation. On ne s'alimente plus comme avant. On va vers la qualité, on va vers des cycles courts. Et donc, on a un autre modèle qui est en train de se construire. Je pense que monsieur Aguilera pourra également en parler. Vous l'avez dit aussi tout à l'heure, le numérique va être au service de tout ça. Donc c'est un premier grand sujet sur lequel on est en train d'accélérer. L'accompagnement à la transformation numérique des entreprises et des collectivités pour justement toucher tous ces nouveaux usages. Voilà, donc le sujet de l'alimentation, évidemment le sujet de la transition énergétique qui est conséquent aussi à une autre vision de la vie et de la société. On veut un monde plus propre, plus responsable, qui présente un avenir un peu meilleur pour les générations futures. Donc on ne veut plus polluer, on ne veut plus de CO2, etc. Donc on s'oriente fortement vers une transition sur des modèles liés à l'hydrogène, le photovoltaïque, les éoliennes. On devient très vertueux. On devient très vertueux. Quand ça va coûter? Oui, bien sûr, mais il faut investir. Pour récolter des fruits, c'est pas des... Vous savez comment on fait en France? On est toujours très vertueux pour le voisin. C'est pas pour nous en général. D'accord, non, mais enfin là, vous connaissez ce principe. Ce qu'on a compris, mais juste pour finir, vous prenez l'exemple de l'industrie aéronautique qui a été touchée de plein fouet par la crise. Elle aurait pu dire, bon, on va repartir comme avant avec du kérosène. Les gens auraient quand même continué à prendre l'avion, le business serait fait, etc. Mais il y a une transition. Est-ce qu'elle n'était pas déjà un peu en place? Parce que moi, j'avais déjà pas entendu parler d'hydrogène, d'électrique. Oui. Déjà, je pense que ça a peut-être accéléré. Vous avez raison, mais ça a fait plus qu'accélérer. Ça a démultiplié les investissements, les prises de conscience. Et du coup, l'industrie se met en mouvement de façon drastique. Il y a une transition dont on parle peu, c'est la démographique. J'allais y venir. Celle-là, elle est particulièrement intéressante à creuser, je trouve. Oui, elle est très intéressante à creuser, mais alors ça, pour le coup, on en parlait avant la crise sanitaire et économique. La population vieillit.
J'ai entendu parler Nicolas Sarkozy de ça un jour sur un colloque et c'était assez troublant de l'entendre, lui, l'ancien président de la République, parler de ça. Parce que c'est effarant quand on regarde un peu les projections dans les années qui vont arriver, assez proches de cette mobilisation qu'il faut prendre en compte. Oui, oui, on aura bientôt plus de seniors que de jeunes en France, dans le monde et en particulier en Occitanie. Et donc cette transition, il faut effectivement l'accompagner sur un volet social. Et c'est aussi, je vais dire, une opportunité économique. Voilà, donc cette transition sociale est une opportunité économique. On parle d'ailleurs de silver economy. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme. Hein. Un peu, ça fait partie Voilà, des sujets que je traite avec, par exemple, les résidences services seniors. Exactement, voilà. Et donc, c'est une opportunité économique. Alors, là aussi, la proximité, le lien social, etc., sa perception a été renforcée avec la crise sanitaire. Et donc, ça peut avoir des impacts sur la manière d'innover, de développer des outils, des expérimentations, etc. Puis peut-être même de concevoir une entreprise, parce qu'on est peut-être un petit peu parfois en train de faire du jeunisme, alors que peut-être on pourrait utiliser ces ressources de ces cerveaux qui sont encore actifs pour donner un peu de sagesse et d'expérience à une entreprise au lieu de leur dire salut, au revoir, bye. Non, enfin je ne sais pas. Comme on essaie d'être vertueux, mais je vous pose la question. En tout cas, ces transitions et ces mutations, vous les accompagnez. Est-ce que, et c'est une question pour les assises du rebond de la CPME Occitanie, le monde d'après, quand on va débrancher un peu ces aides, vous pensez qu'on va les débrancher d'un coup ou il va y en avoir des nouvelles qui vont arriver et on va faire ça par paliers et progressivement? Non, on ne va pas débrancher des aides. Des aides, il y en avait avant la crise, il y en aura après la crise. Il y a une accélération pour sortir de la crise. Donc c'est l'effet rebond-relance qui est le sujet des plateaux d'aujourd'hui. Mais donc il y a une accélération, il y a un investissement supérieur. Mais des aides à innover, des aides à accompagner les transitions, il y en a eu et il y en aura. Et donc il faut et c'est un petit peu le travail qu'on mène aussi dans le cadre de cette stratégie régionale de l'innovation, il faut qu'on fasse évoluer la vision en continu de façon à pouvoir se projeter rapidement sur le monde d'après. Alors on le faisait avant la crise, le monde d'après n'était pas tout à fait le même. Là, il y a eu quelque chose d'assez radical qui nous a fait voir les choses différemment et plus vite. Mais il y aura toujours des accompagnements ensuite, il faut les rationaliser, bien sûr. Je trouvais intéressant quand on concevait cette table ronde avec vous, Pierre, c'est que vous me parliez, par exemple, je dis il faut qu'on soit concret. C'est bien d'être concret, hein. C'est bien d'avoir des visions, mais c'est bien mieux d'être concret pour ceux qui nous regardent. Vous parliez de transition numérique et je vous dis, est-ce que vous n'avez pas de difficulté parfois à faire passer auprès des chefs d'entreprise leur nécessité, c'est important pour eux de muter de manière numérique et on en parlera juste après avec Vincent. Mais vous me parliez de cybersécurité. C'est pas ça que je pensais au début pour la transformation numérique. Mais c'est vrai que c'est un vrai sujet. C'est un sujet de la transformation numérique, parmi d'autres. On parlait de e-commerce. C'est pas l'avocate qui est à votre côté qui va vous dire le contraire. Oui, et puis donc c'était déjà un sujet avant ça aussi, mais par contre on a vu que pendant je veux dire, le premier confinement, les attaques se sont multipliées puisque tout s'est numérisé d'un coup. Et donc, les entreprises et les acteurs n'étaient pas préparés. Tout le monde est parti en télétravail, comme vous le disiez, à délocaliser ses serveurs. On ne pouvait pas etc. venir nous voler chez nous, on y était 24/24. Donc oui, voilà. il fallait bien qu'ils aillent ailleurs, c'est ça. Exactement. Hein, donc ils sont allés dans les serveurs. Et donc, comme tout ça s'est fait très vite, les entreprises et les collectivités, les hôpitaux, etc., n'étaient pas préparés. Et donc, les cyberattaques se sont multipliées. Donc ça, c'est un vrai sujet d'accompagnement des entreprises. Et on a développé une dynamique qui s'appelle CyberRock. Et d'ailleurs, on échange beaucoup avec la CPME là-dessus, hein, sur la transformation numérique des entreprises, pour sensibiliser le plus d'entreprises possible. Et c'est souvent les petites, parce que les grosses, elles ont... Ça ne veut pas dire qu'elles ne se font pas attaquer, mais elles sont quand même plus sensibilisées. Elles connaissent ces sujets. Elles connaissent. Donc, un maximum de petites entreprises, les sensibiliser, puis ensuite les accompagner dans cette mutation. Ça, c'est important. Merci d'être avec nous, Pierre, parce que l'Agence régionale de développement économique de la région Occitanie est importante pour... vous avez été une des premières, d'ailleurs, de France, si mes souvenirs sont bons, à venir en aide tout de suite pour aider les entreprises de cette région. On reviendra. Juste, Yann, un mot sur l'emploi. Toutes ces transitions, elles vont générer des nouveaux métiers. Et je pense qu'il faut qu'on l'ait en tête. Quand on développe des nouvelles filières, je prends l'exemple de la filière hydrogène,
on va développer des nouveaux métiers. On Plutôt est des bonnes nouvelles, C'est ça. plutôt des bonnes nouvelles. C'est donc la robotisation va peut-être faire perdre un petit peu de métiers d'un côté, on va en recréer de l'autre. Ce ne sont pas forcément les mêmes, hein, poste pour poste, mais on sait se projeter aussi sur l'évolution des métiers, la création des nouveaux métiers. Je pense que c'est important de le dire aussi pour ne pas stresser les gens en disant la mutation numérique, elle va faire chuter l'économie et les emplois. Juste être souple, hein, et savoir qu'il va falloir s'adapter et que ça, c'est peut-être ce que va nous apprendre le monde d'après. C'est un métier toute sa vie, ça, à mon avis, c'était avant, mais d'être souple et de s'enrichir tout au long de la vie avec des métiers complémentaires ou différents, ça peut être une voie supplémentaire. Alors, Vincent, vous, en tant que président de la Chambre des métiers et de l'artisanat, donc on va parler aussi des artisans et des commerçants. Alors, eux, c'est vrai qu'au départ, j'allais dire, c'est plutôt un mal pour un bien, quelque part, cette pandémie, parce qu'ils ont découvert qu'ils avaient plus qu'un pas de porte. Ils pouvaient vendre à Dubaï, des fois. Oui, et il n'y a pas que ce qu'a cité Marie-Laure, hein, les boulangers, il y a eu les bouchers, les charcutiers qui sont restés ouverts en première ligne, et pas que les aides-soignants et les éboueurs, etc. Oui, on peut vendre à distance. À tout le monde. Pas tout le monde. Tout le monde. Le coiffeur restera encore local. Notre coiffeur restera local. Mais il y a des solutions digitales qui vont voir le jour aussi pour les coiffeurs. Ah ouais. C'est en cours. Les GAFA, ils sont dessus. C'est-à-dire quoi? Expliquez-moi. C'est qu'on peut se faire coiffer à distance? Il y aura, en fait, on va pouvoir choisir la couleur de ses cheveux, on va pouvoir choisir la coupe de ses Alors cheveux. faire appel à un visagiste Et- qui est Exactement. réputé. D'accord. Et ensuite viendra la personne qui vous coiffera directement. Pas mais pour ultra vous quatre, rapidement. pas pour vous quatre, parce que vous avez, c'est nickel hein, au niveau de l'image de marque là. Non, c'est- Vous avez bien travaillé. Hein. Voilà. Bon, alors, le président de la Chambre des Oui. métiers, qu'est-ce qu'il dit lui pour l'après? On est dans l'après déjà ou pas? En tout cas, on a forcé l'après. On a forcé à être dans l'après. Nos entreprises étaient sous-dimensionnées par rapport au numérique, sous-dimensionnées pour affronter cette crise. Et nous avons été obligés de les sortir de leur zone de confort. Ça a été dit. C'est difficile de sortir de sa zone de confort quand on est bien installé, qu'on se dit que tout roule parfaitement. De nombreuses aides ont vu le jour. L'État, la région, sur des aides bien ciblées, sur des actions bien ciblées, notamment le soutien à l'économie et à rester en vie. Ça, c'était le premier sujet. Ensuite, on a déployé des aides pour transformer les entreprises, les aider à acquérir de nouvelles compétences, de nouveaux outils pour pouvoir être plus compétitifs. La France, on le sait, est à la traîne en Europe au niveau du numérique. On sait aussi que 38 ou 40 millions de Français achètent en ligne. Ça représente quand même 60% de la population de plus de 15 ans. Alors que les entreprises... Du coup, ça a été un véritable succès. Enfin, le click and collect que les commerçants se sont accaparés, ça a été super. Ça a été un succès, bien évidemment. Et je termine, 15% des entreprises étaient équipées seulement d'un site web pour pouvoir vendre et donc répondre à la demande. Aujourd'hui, les consommateurs ont changé et se sont dirigés vers des sites web. Achète en ligne, le click and collect ou alors la vente à distance après l'achat. De nombreuses solutions ont vu le jour qui ont facilité finalement les process de distribution et de vente. Et nos artisans ne pensaient pas pouvoir faire cela un jour, ne pensaient pas pouvoir y arriver et s'équiper. Or, le confinement a permis à la fois d'installer, enfin de faire des diagnostics, parce que nous avons fait des diagnostics en chambre de métier, de l'existant, de l'état des lieux. Nous avons préconisé et ensuite sont venues des aides pour installer les produits, les process. C'est-à-dire que toute une supply chain s'est mise en place, toute une logistique, on va utiliser les mots français, et pour faciliter tout ça. Et donc, quand ça devient simple, on n'est pas plus bête que les autres, hein, on sait faire, hein, et on a plutôt du talent pour ça. Donc, le stress généré dont vous parliez par cet après, où on se dit, mais on va être mangé, on va mourir et tout, en plus, c'était dommage, parce que c'est quand même un des plus beaux maillages, celui que vous représentez en France. Bien sûr, c'est un des plus beaux maillages. Ce sont quand même 95% des TPE, l'a dit Samuel tout à l'heure, qui sont quand même le poumon de l'économie française.
au-delà des 5000 ETI et des 300 groupes, des 300 entreprises que représentent les grands groupes. Alors, c'est quoi le défi pour vous demain en tant que président de chambre des métiers? C'est d'emmener tout le monde, de sensibiliser suffisamment les artisans et les commerçants pour leur dire il faut y aller, il faut se former par exemple et passer dans le monde numérique et faire cette transition? Déjà, c'est de former ceux qui ont utilisé les nouveaux outils, premièrement. Ensuite, c'est d'identifier ceux qui n'y sont pas passés. Parce qu'il ne faut surtout pas faire des gens qui sont à la traîne, parce qu'on va casser un processus. Et ce processus, c'est l'attractivité des territoires. On sait très bien que dans les petites villes ou les petits villages, les gens, en tout cas les artisans, les entrepreneurs, n'ont pas de solution numérique. Et ils font toujours comme ça. Donc, il faut absolument accompagner cela également. Il faut former à utiliser les outils numériques, parce que l'installer, c'est bien, mais l'utiliser, c'est mieux. Les nouveaux usages, être capable de réagir à la transformation de nos consommateurs demain qui a déjà évolué, on l'a vu, mais qui va encore plus évoluer. Parce qu'on va voir de nouveaux outils digitaux qui vont voir le jour. Est-ce que vous saviez que maintenant, TikTok, c'est presque has-been pour les jeunes? Ah ouais? C'est Twitch pour séduire les gens, Ouais. les jeunes. Twitch, ben oui, je l'ai appris aussi. C'est-à-dire que vous Ça êtes fait à peine 6 mois que je connais TikTok, et là, on Vous m'a dit Twitch. C'est quoi? Vous êtes sur Twitch vous? Non, pas du Pas tout. encore. La chambre de métier, oui. Oui, Et on y d'accord. va dessus pour séduire les familles et les Vous jeunes. êtes hyper branché à la Chambre des métiers. Ah, on est Moi, super branchés. On s'est transformé. On est sorti de notre zone de confort. Écoutez-moi, alors là, franchement, comme diraient les Toulousains, vous m'espantez. Hein. Ah ouais. Au bout du. Non, mais Vincent, vous portez le côté moderne de la Chambre des métiers que je n'imaginais pas avoir. Ah oui. Formidable. Dites-moi, Marie-Laure, quel est le piège à éviter? Parce que là, on parle beaucoup de data, on parle beaucoup de données. Ça, c'est votre job aussi de nous défendre par rapport à cet or noir dont on parle, qui pourrait être mal utilisé ou détourné. C'est un des points de vigilance? Alors effectivement, oui, le problème de la digitalisation, c'est les risques que cela génère. Et c'est pareil avec le télétravail, par exemple. On voit que pour la santé mentale des salariés, il y a des études qui sortent, ça va être un réel risque, puisqu'effectivement, 58% des salariés là, qui viennent de passer 1 an et demi quasiment chez eux disent qu'ils sont en situation de détresse psychologique. Donc je pense que toutes les mutations génère des risques, mais après moi personnellement je suis positive et je crois qu'on va surmonter ça et au contraire en retirer la quintessence et l'essentiel. Vous êtes en train de nous dire que 8 visios par jour c'est encore bon, c'est ça? Alors, encore une fois, sur le télétravail, moi je crois que 100% de télétravail, et on le voit, c'est pas forcément une bonne chose. Mais on va passer sur un modèle hybride, comme pour les voitures. D'accord. Hybride, c'est quoi? C'est que c'est l'homme qui gardera les enfants aussi, c'est ça de temps en temps, c'est ça? Mais c'est déjà le cas, non? Oui, c'est clair. Non, mais par contre, c'est vrai qu'il y a des points de vigilance et vous avez raison de le prendre avec le sourire parce qu'il y a toujours des solutions quand on veut bien se les donner. C'est un peu plus compliqué peut-être pour les datas parce que ça nous échappe un peu, ça sort un peu du registre de la maison. On réinvente aussi le rapport entre la maison et le boulot, non? Alors ça, c'est vraiment une aspiration des salariés, c'est la conciliation vie professionnelle, vie personnelle. Et ça a été effectivement un des grands problèmes du télétravail avec le premier confinement. Je peux en parler, à la maison avec des petits-enfants, c'est très compliqué. Donc voilà, là aussi, il y a des inconvénients, mais quand les choses sont préparées, pas dans l'urgence comme ce qu'on l'a vécu au mois de mars 2020, ça se passe très bien. Ouais, Il faut anticiper. Si vous le dites, Johan, est-ce que c'est pas compliqué de ne plus avoir cette espèce de barrière étanche qu'on avait avant? On a commencé à rentrer le téléphone portable chez soi. Là, on y met l'ordinateur portable avec la visioconférence et puis un peu de son bureau. Est-ce que ça, c'est pas un danger pour le chef d'entreprise? Si, c'est un danger. Avant, on avait la coupure de la voiture. En fait, on partait du travail, on était dans la voiture, bon, on passait les coups de fil, mais au moins on avait une coupure. Là, on n'a plus de coupure. Moi, je sors de mon bureau, j'arrive dans le salon et je m'occupe des enfants. On va tout de suite regarder un mail. Attends, j'ai pour 2 minutes. Attends, j'arrive. Vincent, lui, c'est ses enfants qui répondent à sa place. Ouais, mais parce qu'il est, voilà, on l'a vu, Il est sur Twitch. Il a boosté la CMA. Non, je pense que
La mentalité doit changer, on doit s'y habituer. Je suis tout à fait en phase avec ce que dit Marie-Laure sur cette transition, sur un moment s'habituer à ça, ne pas le faire dans l'urgence, le construire, tout en faisant attention justement dans la construction et à réussir à avoir un temps de déconnexion. Aujourd'hui, moi, je n'arrive pas à avoir un temps de déconnexion. La première chose que je fais le matin, c'est je prends mon téléphone, ensuite j'embrasse ma femme, et puis le soir, je fais l'inverse. Donc faut pas vous gourer, c'est pas dans le sens inverse, ça, sinon elle va mal le prendre. Mais c'est le point de vigilance, il est juste là, ou est-ce que par rapport aux mutations là, qui sont en train de s'opérer? Il n'est pas que là. D'un point de vue entreprise, la difficulté est de pouvoir gérer, d'avoir des indicateurs, ce qu'on appelle les KPI, donc de pouvoir mettre des indicateurs sur les performances du travail qui est fait, que ce soit par les salariés ou par de la production ou par des retours clients pour savoir un moment si on fait fausse route ou pas. Donc je pense qu'il va falloir réussir à travailler justement sur la façon dont on va pouvoir manager les gens qu'on ne voit plus, de comment on va pouvoir passer de la communication sur l'entreprise ou sur ce qui va se passer ou sur le nouveau challenge, les nouvelles stratégies alors que les gens ne les voient plus, comment on va pouvoir mettre en place une ADN de la société. On le voit bien, l'ADN de la société, c'est pas simplement le chef d'entreprise qui a un ADN, c'est les murs de l'entreprise qui ont un ADN. À partir du moment où les gens ne s'imprègnent plus de ces murs-là, comment derrière on arrive à garder en effet et à colporter les valeurs qui sont si chères au chef d'entreprise. Le chef d'entreprise, son rôle, c'est de donner une impulsion bien entendu à l'entreprise, de donner une vision, de donner des points stratégiques et puis après derrière de donner des valeurs pour que les gens ils puissent justement s'y retrouver ou pas. Alors, d'ailleurs. On pourrait, vous pensez, un jour permuter le lien social avec le lien numérique, ou c'est non, ça je pense, vu de ma fenêtre, je pense que ce n'est pas possible. Maintenant, il va falloir en effet retrouver cet équilibre, on en a parlé, il va falloir mettre en place de la protection juridique et sociale pour pouvoir faire en sorte que ça se passe bien, parce que en effet, on peut se casser le pied en descendant du lit, et est-ce que c'est accident du travail ou accident domestique? Là, tous les deux, on sait vers qui se retourner. On a un avocat. Oui, mais l'avocat, il n'a pas toujours raison, malheureusement, et à l'arrivée, c'est pas lui qui tranche. Dites-moi, Pierre, la transition, on est obligé d'y passer. On est bien d'accord, si j'ai bien compris, dans une crise, seules les entreprises, quelle que soit leur taille, qui sont souples et qui se transforment, traversent cette crise. Vous êtes d'accord ? Disons que oui, elle la traverse plus facilement, ça c'est sûr. Et notre rôle, c'est d'accompagner l'ensemble dans les transitions qui sont en train de se jouer. Alors quels sont les pièges à éviter là aussi pour vous, Pierre? Est-ce que ceux et celles qui nous regardent et qui regardent cette intervention en disant ben ouais, mais c'est vrai qu'on a des aides régionales auxquelles peut-être on a droit et on ne le sait pas. Est-ce que c'est pas ça aussi le piège? C'est quand on manque de ressources en TPE et petites PME? Alors oui, effectivement, le sujet, c'est de faire savoir pour accompagner un maximum d'acteurs, d'entreprises, de collectivités, etc., dans ces transitions. Le piège pour nous, ce serait de se tromper, c'est-à-dire de ne pas développer la bonne vision. Et c'est pour ça que, et je veux vraiment moi, finir par là, il faut qu'on s'inscrive dans un collectif. Je veux dire, la présence de la CMA le démontre, de la CPME, l'ensemble des acteurs dans nos secteurs, on parle de pôles de compétitivité, de clusters d'entreprises, tout ce qui fait en fait l'économie. Est-ce qu'il n'y en a pas trop ? Parce que le problème, c'est qu'à vouloir tellement communiquer, nous, on n'a que 2 oreilles et que 24 heures pour recevoir les informations. Est-ce qu'on n'est pas inondé d'informations ? Le sujet, c'est de faire savoir, mais de le rendre lisible. Donc, on y travaille beaucoup. Et justement, le collectif est là pour ça. C'est-à-dire que chaque acteur va pouvoir faire redescendre, et vous en témoignez tout à l'heure, Monsieur Aguilera, tout ce qu'il faut pour accompagner, sensibiliser, faire savoir, et chacun a ses membres, a ses ressortissants. Et je pense que le rôle qui est le nôtre, mais moi je ne peux pas parler à la place de l'exécutif régional, mais au niveau de l'agence, qui est de mettre en action la politique régionale, c'est que la vision soit la bonne et qu'on arrive à développer les bonnes stratégies qui répondent aux besoins des acteurs, que ce soit la grande industrie, les petites et moyennes entreprises, les artisans, les chercheurs, parce que la recherche est extrêmement impactée aussi par cette transition, il faut pas les oublier. Et donc, toute cette vision, il faut qu'on arrive à la rendre lisible, globale, et à embarquer tout le monde dans la même direction. Et c'est un petit peu ce qu'on fait avec cette stratégie régionale de l'innovation, où toutes ces structures
partagent une gouvernance avec nous pour essayer de la développer en commun. Le commerçant, l'artisan, c'est un maillage, je disais tout à l'heure, Vincent Aguilera, c'est également une source de développement de notre pays et grâce aux nouvelles technologies, ça veut dire qu'on peut redynamiser des villages qui étaient en train de mourir grâce, on le sait, aux artisans et aux commerçants. Et puis maintenant, peut-être qu'avec cet artisan commerçant 2.0, si j'ose dire, qui peut aller n'importe où, il a son pas de porte, mais il a également l'Internet pour lui ramener du chiffre d'affaires. Ça va peut-être ouvrir les champs des possibles pour certains. Inévitablement, mais il répond surtout à un besoin, le besoin du consommateur, l'usage. Et aux Parisiens qui quittent Paris pour vivre en province. Exactement, à tous ces gens de métropole ou de grandes villes de France qui souhaitent sortir des quatre murs, du côté anxiogène de circulation du bruit, etc., et qui se retrouvent dans des petites villes de demain. Vous avez été bloqué dans un embouteillage ce matin? Je sentais le vécu là. Non, parce que je me suis levé très tôt. D'accord, ok. Non, mais je veux dire que dans le. Je ne veux pas citer arrivé. de département pour ne pas les discriminer, parce qu'ils vont se sentir discriminés, mais un des départements de l'Occitanie ou qui nous regarde, qui a un peu de foncier, un peu de mètres carrés, qui est un peu tranquille et qui pourrait faire venir chez lui de la richesse avec des commerçants et des artisans 2.0, c'est peut-être une piste, ça? C'est une piste. C'est une piste, et puis on le voit aujourd'hui. Le foncier est très rare. On voit que le prix des maisons ne baisse pas. Ça veut dire très simplement qu'il y a une demande d'acquisition de maisons, soit principales, soit secondaires, très importante sur l'acquisition de résidences principales ou secondaires, de maisons, mais pas de collectifs. Ça va aider en plus le conseil régional à développer un peu les communes? C'est ce que je voulais dire. D'ailleurs, la région l'a très bien dit, on est tous unis dans le cadre de cette crise. On s'est rassemblés, on s'est écoutés, on a su travailler ensemble parce qu'on n'a jamais travaillé ensemble aussi bien, à la fois avec les services de l'État, avec les services des collectivités territoriales, des chambres consulaires, des organisations patronales, pour rendre service à nos adhérents, rendre service à nos clients, les accompagner, les aider, les transformer. Ça restera. Et je pense que le monde d'après ne sera plus comme avant, dans le travail collaboratif, dans l'intérêt général de tous, au profit de notre société, tant dans l'économie que dans le social. Parce qu'on l'a vu, la transformation de nos métiers à travers la formation doit s'opérer. Et elle s'est opérée via des nouveaux métiers dans le digital, dans les carences d'hydrogène, etc., de nouvelles filières qui vont voir le jour. Il va falloir de la main-d'œuvre qualifiée. Et donc tout cela, maintenant, on a appris à l'anticiper et à le travailler et à l'essaimer collectivement. Il y a de l'énergie et des envies et des idées, donc on sent bien qu'il est en campagne pour aller bouger les choses dans cette région Occitanie. Je souhaite quand même vous dire un grand merci à tous les quatre. D'abord parce que en ouvrant cette table ronde, je me disais qu'est-ce que je vais retrouver dans cette boîte de Pandore. En fin de compte, je trouve plutôt des gens optimistes, avec des solutions et battants. Donc je me dis, sortant de 1 an et demi, voire 2 ans de pandémie, j'ai quand même plutôt envie d'y aller quoi, au feu quoi, avec vous. Vous me donnez envie, donc j'espère que ceux qui nous regardent, c'est pareil. Alors, si on conclut en 1 minute chacun, ça vous savez faire? On va terminer par Marie-Laure, j'ai commencé avec elle, j'aimerais bien boucler la boucle avec elle, si vous êtes d'accord. Hein. Puis comme vous êtes toujours d'accord avec elle depuis le début, vous allez être d'accord là aussi. Hein. Johan, 1 minute pour conclure, les assises du rebond. On est dans le monde d'après, et c'est un monde d'après qui sera différent. Et qui m'a l'air d'être plutôt sympa quand même à vivre, à tenter en tout cas. À tenter pour sûr. Moi, je pense le monde d'après, on parle du monde d'après. Est-ce que c'est pas un monde d'après avec une pression fiscale un petit peu en moins et comme ça on baisse un peu les aides et tout le monde est content? Oh génial, moi je prends. J'aimerais bien. J'aimerais bien. On aurait plus de clarité, on arrêterait de regarder partout. Ah ouais, alors là, c'est vachement plus simple pour tout le monde. Non, maintenant, je crois qu'on a de la chance d'être français. On a de la chance d'avoir été en France pendant cette crise parce que en effet, le gouvernement quand même nous a soutenus. Et remarquablement. C'était plutôt compliqué parce que les règles arrivaient le dimanche soir pour application dès le lundi, donc c'était plutôt compliqué, mais néanmoins, ils ont été là. Et là, on peut quand même les féliciter et les remercier en ce sens. Après, j'ai qu'1 minute, je pense qu'il ne faut surtout pas maintenant qu'on s'endorme et qu'on se dise, en fait, c'est fait. C'est bon, le Covid est passé, on enlève les masques, on reprend une vie, c'est bon, tout va bien. Non, tout va pas bien. On était déjà
un petit peu en crise en France quand même, hein. Faut pas l'oublier. Je trouvais on avait ralenti, les autres étaient en train de nous dépasser. Alors nous, on pensait toujours qu'on était les plus beaux et les plus forts, mais on oubliait juste de regarder dans le rétro et de voir que les autres se rapprochaient beaucoup. Ben voilà, il faut garder cet enthousiasme, il faut garder cette énergie et il faut maintenant le transformer avec bien entendu des bonnes idées que l'on a, avec en effet des ruptures qu'on va pouvoir avoir énergétiques, on en a parlé, et il y en a plein d'autres. Restons dans cette dynamique et puis surtout construisons demain. Puis un petit coup, hein, un petit coup de rein. Impulsion de chef d'entreprise. Voilà, un petit coup de rein. Hop, il faut y remettre un petit coup. Vincent Aguilera, alors lui, le coup de rein, évidemment, il est sur la côte du Persourde, là, ou du Tourmalet, et il est à fond. Ça va être une synthèse de tout ce qu'on a dit. Simplement, beaucoup de transitions vont voir le jour. Le monde d'après doit s'appréhender avec des mutations en permanence qui vont être excessivement rapides. Et donc notre rôle à nous, en tant que chambre de métier, c'est d'anticiper ces mutations, c'est d'accompagner nos artisans et les sécuriser. On n'a pas parlé d'une chose qui est principale lorsqu'on parle de transition numérique, qui va forcément générer de l'activité, de la productivité avec de nouveaux processus. Il faut aussi sécuriser les données. Sécuriser les données pour éviter qu'il y ait une cessation d'activité trop brutale, puisqu'on sait que nos artisans ne connaissent rien à la sécurité des données. Et la cybersécurité, ça a été évoqué quand même de temps en temps, doit s'opérer au même niveau que la transformation numérique. Donc, accompagner les mutations, être en alerte en permanence pour mieux sécuriser notre tissu artisanal et ensuite délivrer l'ensemble des compétences qui permettent de les faire évoluer dans le bon sens du terme. Merci Vincent. Pierre Benaïm, la mutation est en marche et on a des aides, on a de la chance en Occitanie. Donc il faut juste essayer de les découvrir peut-être et donc de se rapprocher de vous. Oui, c'est notre rôle effectivement, donc de se rapprocher de nous le plus possible. Alors on essaie de le faire savoir, donc venez nous voir effectivement. Puis moi je voudrais quand même conclure sur une note d'optimisme. Vous l'avez dit, tant mieux, ça vous a rendu optimiste. Ça veut dire qu'on a quand même réussi à montrer qu'on arrive à se projeter finalement avec une vision assez correcte des choses. Il faut rester optimiste, mais il faut rester sérieux. Il faut travailler. Il ne faut pas baisser les bras. Moi, je suis d'accord que le plus grand risque, c'est de se dire que c'est fini, c'est passé, qu'on enlève le masque et que tout repart tranquillement comme avant. Donc ce risque-là, je pense qu'on en est conscient. Donc il faut travailler sérieusement, rester optimiste et puis se dire aussi que la France, moi je suis d'accord, il y a peut-être quelques effets retard, mais il faut quand même se dire que la France, c'est quand même un beau pays, c'est un chouette pays, dans lequel, on l'a vu pendant cette crise, il est plutôt agréable de vivre et dans lequel on est bien accompagné, qui garde quand même un rôle assez stratège dans le monde, qui a une industrie, qui est consultée. Et je pense qu'il faut maintenant qu'on se projette un peu comme ça vers l'avenir, puisqu'on a enclenché toute la dynamique pour le faire. Voilà. Et collectivement, je suis d'accord, et ça, ce sera plus comme avant. Et collectivement, vous me tendez une perche monumentale pour Marie-Laure Caranta, la transition collective. Alors moi, j'ai plutôt envie de vous parler dans cette conclusion de résilience. Parce que je pense que nous avons été extrêmement résilients, tous ensemble, pendant cette crise, et que nous allons devoir continuer à l'être. Alors, qu'il y ait des sujets d'inquiétude avec le début de la fin du travail au bureau, lié à la généralisation du télétravail, ou encore la disparition de certains métiers, oui. Mais j'ai envie de vous dire, des crises, l'humanité en a toujours traversé, et elle en verra d'autres. L'idée, c'est de les surmonter. Donc, moi, ce que je pense à titre personnel, c'est que le Covid, c'est un formidable accélérateur vers le monde du travail de demain. Et qu'il y a 2 thèmes clés que nous devons garder à l'esprit, c'est la confiance et l'humanité. Pourquoi ? Parce que c'est ça qui nous différencie des robots. On parlait tout à l'heure de la robotique, de l'intelligence artificielle. Donc l'objectif, c'est de se préparer à relever ces défis de demain, et ce de manière collective, avec des mesures audacieuses et intelligentes. Et là, il faut qu'on associe tout le monde, c'est-à-dire les entreprises, les salariés, les représentants du personnel, dialogue social, ne l'oublions pas, c'est essentiel, et l'État, parce qu'effectivement, l'État a sauvé l'économie, on ne va pas se mentir. Donc, faisons le pari de la confiance collective.
Ben moi, je vous ai fait confiance et j'ai bien fait, hein, parce que c'était parfait. J'ai appris plein de choses et j'ai envie de rester debout pour me battre et pour avancer avec vous tous. Et on s'est assis cet après-midi pour cela. Donc, je vous remercie tous les quatre. Je prendrais peut-être la notion que m'avait apprise il y a quelques mois en arrière le président du Muséum d'histoire naturelle, qui m'expliquait qu'en fin de compte, le changement, c'est juste normal. Parce que sur cette planète, cette table, elle est morte, elle n'est pas vivante, donc elle ne bougera pas. Par contre, nous, on est vivants et tous les êtres vivants bougent. Donc, il ne faut pas avoir peur de bouger et de changer. Et donc, de muter et de faire cette transition et d'avancer. Merci tous les quatre d'être venus pour rebondir avec nous dans ces assises de la CPME Occitanie. Et merci aux organisateurs également de la CPME d'Occitanie de m'avoir demandé de venir animer ces 3 tables rondes. C'était un plaisir avec les techniciens. Bon, moins plaisir déjà, parce que quand même, ils font la tronche là-bas. Ah, vous êtes contents, c'est fini. Très bien. Merci beaucoup à vous toutes et vous tous. Bonne fin de journée et à bientôt.